Et avec nos éditorialistes ce matin, Françoise Degois, Elisabeth Lévy, Éric Revel pour le petit-déj de l'actu. Ils sont tous là. Voilà, présent, au taquet. Alors on l'a appris hier. Ça va promettre, ça promet en tout cas, déjà. On l'a appris hier, Renault envisage de fermer 3 usines en France, malgré un prêt bancaire de 5 milliards d'euros de l'État français, premier actionnaire. Quelque part, franchement, on rentre dans le dur là. Oubliez le temps de l'unité nationale. On est là dans la crise politique économique et ça ne fait que commencer. Je commence par vous, Éric Revel. Non, je crois pas. D'abord parce que la situation de Renault était déjà pas très bonne avant la crise sanitaire. Ça n'a rien à voir avec l'épisode Carlos Ghosn. C'est que Renault a pris un virage un peu tardif sur les énergies de demain et notamment sur l'électrique et s'est laissé distancer en France par le groupe PSA. Donc Renault, c'est un groupe qui est en fait fragile depuis plusieurs mois. Maintenant, j'ai bien entendu le Premier ministre qui a donné l'impression de lier le prêt garanti de l'État à Renault de 5 milliards d'euros à la non-fermeture des sites de production dont vous parliez, Laurence. Bon, on verra ce qu'il en est, mais il ne s'agit pas d'un don de 5 milliards, il s'agit d'un prêt avec la garantie de l'État, c'est important de le dire. Avec des taux intéressants certes, mais c'est quand même un prêt que Renault devra rembourser. Non, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que la fragilité de Renault, qui date encore une fois depuis plusieurs mois, n'a évidemment fait que s'amplifier avec la crise. Or, Renault, c'est pas seulement des voitures. La marque aux losanges, c'est d'abord une histoire française. Voilà, c'est du patrimoine français, mais c'est aussi beaucoup d'innovation et de recherche. Donc, attention à ce symbole de l'industrie française Renault. Maintenant, j'ai cru comprendre que pour l'instant, la direction n'avait pris aucune décision, mais il y a un vrai danger. Imaginez si la marque aux losanges devait mais est-ce que c'est pas justement un coup de pression ? Est-ce que c'est pas justement un coup de pression ? Il l'avait fait en 2011 déjà, ça, Renault, justement, de prévoir le pire pour finalement faire accepter finalement ce qu'il était moins. Non, mais est-ce que vous avez cette impression ou pas ? Non mais attendez, il faut quand même se dire un truc, Benjamin, c'est que le pouvoir politique, on peut évidemment le regretter, mais face au pouvoir industriel et même pire face au pouvoir financier, il n'a pas grand-chose à dire. Enfin, la marge de manœuvre est extrêmement réduite. Souvenez-vous à l'époque de Carlos Ghosn, là je parle vraiment du pouvoir économique. La production d'une voiture où on avait expliqué que tout allait se faire en France, et en fait sur cette voiture en question, tout a été délocalisé. Donc le monde d'après, est-ce qu'il sera différent ? Moi, je n'en sais rien. Je crois pas fondamentalement qu'on tirera les leçons. Françoise Degois de réagir sur le monde d'après. Renault, c'est plus qu'un symbole en France. Oui, alors d'abord, Éric a raison sur la puissance de Renault. Vraiment, c'est une histoire française, Renault. D'accord. Mais ce serait pas la première marque de voiture qui disparaîtrait. Je dis ça, je sais pas pour vous faire. Non, mais Renault, Françoise, c'est pas Panhard. C'est pas Panhard ou pas Talbot. Non, mais je voudrais terminer. Déjà, donc vous parlez du symbole de Renault. Moi, je parle du symbole de ce moment, si vous voulez, du moment où cette information sort. Il y a évidemment une percussion évidente dans l'opinion, et c'est pour ça d'ailleurs que Édouard Philippe a réagi. C'est pour ça qu'Édouard Philippe a donné hier un semblant de début de commencement de garantie. C'est-à-dire que pour les gens qui ont été au chômage partiel, et ça n'a pas été marrant forcément pour eux, pour les gens qui pensent, ils sont très nombreux, on fait des projections à 700 000 emplois perdus, 700 000 chômeurs supplémentaires. Ça commence déjà dans les grandes entreprises avec les CDD qui ne sont pas renouvelés. Donc ça, c'est du chômage à bas bruit. Mais quand on va se réveiller, et dans l'artisanat aussi. Cette annonce de Renault, elle est évidemment traumatisante. On est dans l'accélération. Elisabeth Lévy, voilà. Et les gens, et j'entends bien. Moi, ce qui m'a gêné dans le prêt, c'est qu'il n'y a aucune contrepartie, à part le recul du versement des dividendes. Mais il n'y a pas de contrepartie environnementale, il n'y a pas de contrepartie en termes d'industrie. Il n'y a pas de donnant-donnant. Elisabeth Lévy. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment très troublant. Ça, c'est peut-être le monde d'après, effectivement. Elisabeth Lévy. Oui, non mais Françoise dit ça percute avec le moment, ça percute avec les grands discours justement. Ce qui est intéressant dans cette affaire, moi j'écoute évidemment ce que dit Éric sur le secteur en lui-même, à la différence PSA Renault, ça c'est très intéressant. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il suffit pas que Emmanuel Macron ait dit tel Merlin l'Enchanteur, réinventons-nous, et que tout le monde prononce le mot souveraineté, si vous voulez, pour créer de la souveraineté.
tout le monde en parle, si vous voulez, mais la réalité, c'est que qu'est-ce que ça nous montre, hein, au-delà de Renault, c'est que si on veut ramener ou conserver des industries en Europe, il suffit pas de grands mots, il faut une politique. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit moins intéressant pour les entreprises. Arrêtons de compter sur les bons sentiments, le patriotisme, tout cela. Si vous voulez, une entreprise va être tentée naturellement, c'est même son boulot, d'aller produire là où c'est moins cher. Donc il faut qu'elle ait un avantage à produire en France qui soit autre chose que les récompenses que les grands discours du Premier ministre. Si vous voulez, il faut une politique. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus de politique industrielle vraiment. Non mais ça fait longtemps qu'on n'a plus de politique industrielle. Ça fait 10 ans, 15 ans. C'est pas qu'on n'a plus de politique industrielle. Mais peut-être que là on s'en rend compte aussi au niveau politique. Un dernier mot pour m'expliquer. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas. Évidemment, on n'a pas de politique industrielle parce que nous n'avons pas de frontières. Alors je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Je ne dis pas faut mettre des droits de douane partout, etc. Mais si on veut favoriser une industrie en Europe et en France, eh ben, il faut qu'elle se soit moins intéressant d'aller le faire ailleurs. Je sais pas ce qu'en pense Éric Revel, mais je serais contente d'avoir son avis. Eh ben, il va le dire tout de suite. Oui, non, mais oui, moi je partage assez fortement l'idée d'Elisabeth, mais je rajoute une chose, hein, c'est que, vous savez, le vieux réflexe gaulliste de l'ardente obligation du plan qui faisait rire et qui était un peu suranné et ringard, en fait, on s'aperçoit qu'un véritable État stratège qui conduit une politique industrielle avec des choix forts, y compris sous forme de subventions ou d'investissements publics, c'est pas du tout dépassé. Et que cette crise qu'on vit aujourd'hui, si elle devait au moins nous permettre de tirer une leçon, ce serait celle de se dire, mais au fait, est-ce que la France peut avoir une politique industrielle, j'allais dire personnelle, et est-ce qu'à l'intérieur de l'Europe, avec l'Europe, même on peut rêver, c'est possible ou pas. Et je vais vous donner une piste. Comme on sait que la santé, et Dieu sait qu'on en a parlé ces derniers temps, n'est pas une compétence européenne, est-ce que si on est pro-européen et pour cette Europe-là, il n'y a pas une voie à arpenter qui entraînerait les laboratoires pharmaceutiques européens de tracer la voie et les moyens d'une Europe de la santé, qui serait une Europe de la santé qui intéresserait les citoyens, qui serait un enjeu industriel pour l'ensemble du secteur, et pardonnez-moi, qui permettrait peut-être enfin de fédérer les citoyens allemands, français, finlandais et ailleurs autour du sentiment européen. Au lieu de... Ça m'étonnerait. Attends, Eric, oui, allez, on confine tout le monde là. Tu penses quand même pas que Angela Merkel et les Allemands vont laisser leur prédominance dans ce domaine? Surtout qu'on a vu dans la santé et des laboratoires. C'est que, je veux dire, l'Europe, on a vu la guerre qu'il y a eu sanitaire, et si on doit en tirer une leçon qui intéresse tout le monde, c'est bien au niveau de la santé. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je suis d'accord avec. Non, mais attendez. Évitez de parler tous en même temps là, on comprend rien, sérieux. Eric, un petit mot. Qu'on produise des masques ensemble, ce genre de choses, c'est très bien, mais moi je ne suis pas du tout prête à entrer dans un système où je vais payer pour les gens de Hambourg ou de Athènes. Je suis navrée, mais pour l'instant la solidarité, ça se joue tout de même. Le consentement à l'effort social, il se joue à l'échelle nationale. Par ailleurs, nous avons des cultures assez différentes d'un bout à l'autre de l'Europe concernant la médecine, concernant précisément le rapport à la santé. Moi, je ne veux pas que la politique de santé devienne une affaire européenne. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Vous avez l'air de prendre ça avec Elisabeth. Je pense que ça serait quand même bien d'abord de faire l'Europe fiscale, de faire l'Europe politique, de faire l'Europe industrielle, avant d'imaginer. On va pas se confiner sur ordre du ministre de la Santé allemand. Voilà, et puis de toute façon, par ailleurs, les enjeux sont. Il y a de tels écarts que ça, c'est une chimère. Ceci dit, là où Éric a raison. Non, mais là où tu as raison, je termine. Là où tu as raison. Désorganisé et d'avoir rien pu faire sur les questions de santé, et en même temps, ou alors on sort de l'Europe. Mais on n'a rien dit, nous. On va pas sortir de l'Europe parce qu'on n'a pas été capable de fabriquer des masques. On ne peut pas reprocher à l'Europe d'avoir rien fait, d'être désorganisé et pas vouloir se construire autour de cette idée-là. Ah non, mais certainement pas autour de la santé. Est-ce que vous allez vous confiner sur ordre d'Angela Merkel ou du ministre de la Santé allemand? Ça se passerait pas comme ça, Elisabeth. Ça se passerait pas comme ça. On parle pas de l'ordre politique de se confiner. On parle de mettre en commun des stocks stratégiques de masques ou de médicaments qui nous permettraient de faire face à une pandémie. Voilà de quoi on parle. On a déjà fait des achats groupés de marché, Eric. Si tu penses que l'Europe de la santé, c'est faire des achats groupés de marché, évidemment. Mais par contre, là où Angela Merkel te donne raison, c'est
c'est que vous avez noté dans la conférence de presse avec Macron... À qui donne-t-elle raison? À Revel, hein, à Eric. Pas à toi et pas à moi. Pas à toi et pas à moi. Angela Merkel dit qu'il faut envisager la création de champions. Sauf que ça fait moins de temps c'est pour ça. qu'on l'a fait dans le spatial, on l'a fait ailleurs. C'est tout. Le problème, c'est que la Commission européenne a toujours empêché la création de champions européens dans l'industrie. Regardez ce qui s'est passé entre Alstom et Siemens. On préfère que les Chinois viennent vendre des locomotives en Europe parce que le dogme de la concurrence parfaite voulu par Bruxelles a toujours saboté le regroupement. Mais on a fait des champions. Détruis toi-même ton argument de l'Europe de la santé, là. Hein, en oui, une alors là, seconde. on sent que vous êtes fait balancer, Eric Revel. Pardon, mais là, il y a eu un trop féminin. Oh la vache. Ah la vache, comme dirait François Degois. Tu t'es tué tout seul, Eric. Ah non, c'est j'ai dingue. pas compris pourquoi, François. Parce que tu dis qu'on n'y Attention, arrive pas avec c'est Laurence qui compte les points à la fin. Oui, c'est ça. Je crois que les points sont comptés là. C'est bon. J'ai pas tu dis compris, qu'on n'y arrive Françoise. pas avec l'Europe de l'industrie. Comment tu peux imaginer une demi-minute qu'on va y arriver avec l'Europe de la santé? Heureusement qu'on va pas y arriver. Parce qu'il y a un chemin à arpenter. J'ai pas dit qu'il était simple. Et on va pas J'ai dit que l'arpenter. S'il y avait un truc qui pourrait unir tous les citoyens européens autour d'une belle idée, c'est celle de se dire, mais dis donc, on a eu peur. Fais d'abord l'Europe de la politique avant de faire l'Europe de la santé. Le parcours est long et ambitieux. Voilà. Merci, messieurs, dames. Stop, on reconfine tout le monde. Voilà, Allez, exactement. fais-toi. On le savait, Benjamin, on le savait. C'était sûr. Merci à vous trois en tout cas pour ce plaisir débat de les passionnant avoir. sur l'Europe Bien sûr. de la santé utopie, l'Europe de la politique, l'Europe voilà.